Problème de timing, il faut absolument qu'on accélère. Je demande aux orateurs de bien vouloir être un tout petit peu plus brefs dans leurs interventions, s'ils veulent bien. Mais on vous écoutera complètement, absolument. Donc j'appelle maintenant l'école de Poitiers avec Fabrice Duparc et Jean-Pierre Richer pour nous parler du don du corps. Et Tran, il est là. Est-ce que Tran est là? Non, il est. Non, c'était une communication commune avec Shedboun sur les grands animaux. Voilà, Fabrice Duparc, merci. Le don du corps. Merci beaucoup. Il y a un très beau travail dans le rapport de l'Académie. Merci de votre contribution fondamentale. Alors, je précise que moi, je suis rouennais. Et rouennais, pardon. C'est Jean-Pierre Richer qui est de Poitiers. C'est un travail collaboratif. Est-ce qu'on peut le mettre en plein écran? Deux équipes. Et merci beaucoup à l'Académie de me donner la possibilité de présenter cette communication que je voudrais dédier à mon maître, mon patron d'orthopédie, Norman Biga, qui est malheureusement décédé hier. Dans la formation des opérateurs, la simulation dans cet enseignement de la médecine opératoire fait partie de la pédagogie et fait partie des bonnes recommandations de la HAS. Les activités en rapport avec le don du corps à des fins d'enseignement et de recherche, je ne prononcerai pas le mot de cadavre, je parlerai de corps donné à la science. Ces activités prennent place dans le cadre d'un centre de don de corps ou un centre de simulation associé au centre de don de corps, et toutes ces activités doivent être approuvées par un comité d'éthique scientifique et pédagogique. C'est la loi du 2704-2022 qui normalement s'appliquerait à toutes les activités en rapport avec le corps humain. Ce travail sur le don du corps permet de différencier deux modèles humains, le corps statique et le corps dynamique. Le corps statique, c'est la tradition historique des laboratoires d'anatomie. On allait, et je reprends vraiment la forme au passé même très lointain, Christelle l'a bien souligné, on allait il y a longtemps au laboratoire d'anatomie faire de la dissection anatomique pour se former à la médecine opératoire. La mise à disposition peut se faire sur des corps entiers, frais, congelés ou injectés, embaumés. C'est ce que nous faisons par exemple pour des formations d'anesthésie loco-régionale, des formations de chirurgie dermatologique, des formations en rapport avec la chirurgie du tronc qui nécessitent le corps entier. On peut également faire une segmentation à condition que ceci soit validé par le comité d'éthique scientifique et pédagogique dans le protocole soumis. Par exemple, pour le DIU de chirurgie de la main, nous utiliserons des segments. J'étais très surpris de voir qu'il n'y avait pas de formation de chirurgie de la main ni de microchirurgie à Rouen sur votre carte. Alors la chirurgie de la main, elle va être complétée par un DU de chirurgie des lambeaux de la main qui va débuter cette année. Et le diplôme de microchirurgie, je l'ai passé moi-même il y a un peu plus de 35 ans. Donc je confirme qu'il existe à Rouen et dans le Nord. Pareil pour l'arthroscopie, genoux, épaules, coudes. Quand on fait des sessions, on prélève les articulations dont nous avons besoin. C'est ce que font les ORL pour la chirurgie intratemporale et nos collègues ophtalmos pour s'entraîner au greffe de cornée. Le gros progrès de ces dernières années, c'est le corps dynamique, ce qui a été développé justement à Poitiers, dans le laboratoire d'anatomie de Jean-Pierre Richer, et qui a abouti à ce système SimLife, qui est utilisé dans la plupart des centres de simulation actuellement. Dans ces cas-là, nous avons besoin le plus souvent de corps entiers pour les formations au damage control, à la chirurgie d'urgence, formation aux plaies complexes en chirurgie thoracique, abdominale, pelvienne, entraînement à la gestion des complications chirurgicales. Tout ceci est permis justement avec cet aspect perfusé et ventilé. Et ceci peut s'accompagner de la mise en œuvre de techniques vidéochirurgicales et robotiques qui viennent tout à fait compléter le travail sur le corps donné à la science. Ce travail va contribuer à la formation technique des opérateurs, mais pas seulement. Ça va aussi permettre une formation complémentaire à la recherche. On a parlé des lambeaux et des chirurgiens plasticiens. Tous les travaux de cartographie nécessitent énormément de recherche sur le corps humain, et alors encore plus facilité avec la perfusion. Le développement de toutes les nouvelles techniques endoscopiques, surtout, nécessite la mise en œuvre des corps humains. Mais on peut également ajouter la formation
scientifique et la formation à la publication, depuis l'élaboration et le dépôt d'un protocole de recherche jusqu'à la correction des épreuves avant publication d'un article. Et là, je reprends ma casquette de rédacteur en chef d'une revue internationale. Si on apprenait à écrire, on gagnerait beaucoup de temps au niveau éditorial. Et troisième point, on forme également à l'éthique à travers le respect du donneur et le respect de son corps. D'un point de vue critique, cet enseignement par simulation sur le corps donné à la science va renforcer la connaissance anatomique et on a souligné à quel point cela était nécessaire. Ça va contribuer à la sécurité de l'acte opératoire et effectivement les compagnies d'assurance professionnelle pourraient participer à ce financement. Ça contribue à l'acquisition et à la maîtrise de techniques opératoires. Ça contribue à l'augmentation de la confiance en soi et j'ai mis dans le petit encadré jaune cette référence absolument passionnante du Journal of Neurosurgery qui justement confirme cette appréciation par tous ceux qui étaient passés travailler au laboratoire d'anatomie dans cette acquisition de la confiance dans son geste. Ça met également en œuvre l'apprentissage des techniques innovantes et c'est important pour continuer de développer et de trouver des progrès dans nos disciplines et ça connaît actuellement un développement important du fait de tous les centres de simulation et les écoles de chirurgie qui se sont fait jour ces dernières années. Bien sûr, l'utilisation de corps humains a des limites. La répétabilité de certaines techniques sera limitée lorsqu'il s'agit d'un entraînement, une ablation d'organes, à des remplacements articulaires, à certaines plasties. La nécessité de la mise en œuvre d'un centre de don du corps a également un budget important. Ça justifie la fonction d'un directeur et d'un ou plusieurs techniciens, des locaux, du matériel de conservation et actuellement des frais exorbitants à la charge des universités pour les frais de transport funéraire depuis le lieu du décès jusqu'au centre de don de corps, jusqu'au centre de simulation, puis jusqu'au centre de crémation. Cette formation impose une évaluation, impose une validation. Le centre du don du corps et les personnes qui y travaillent met à disposition le corps. Le comité d'éthique valide la formation. Les responsables du centre de simulation organisent cette formation. Cette formation impose une formation des opérateurs et l'évaluation de l'acquisition et de la maîtrise de la compétence ne relève pas des différents acteurs que je viens d'énumérer, mais relève des responsables de l'enseignement et de la discipline concernée. C'est un point sur lequel nous reviendrons demain en ce qui concerne l'évaluation et la validation. Je passerai très vite sur les mannequins chirurgicaux. On a recherché avec Jean-Pierre Richer très peu d'éléments, peu nombreux d'abord, peu d'utilisation. Il y a des simulateurs, mais des vrais mannequins chirurgicaux sont limités à quelques mannequins connectés, voire hyper connectés, très fragiles et qui souvent proposent des gestes assez limités, comme par exemple la simulation de trachéotomie, la simulation de cathétérisme avec un coût élevé, puisqu'il faudra remplacer les pièces qui ont été opérées, ne serait-ce que les membranes qui ont été traversées par les entraînements à la trachéotomie. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas tout mélanger, les moyens, les objectifs et les résultats attendus. Et les différents moyens de formation et de simulation dont nous disposons ne viennent pas s'exclure les uns les autres. Je vais prendre un exemple. Je suis chirurgien orthopédiste. Et je peux organiser avec les internes, les docteurs juniors et tous les assistants intéressés une journée de prothèse d'épaule au laboratoire d'anatomie. Ils pourront simuler sur corps toutes les incisions cutanées et les voies d'abord souhaitées, bien maîtriser les risques éventuellement liés, neurologiques et vasculaires surtout. Ils pourront réaliser l'intervention et l'objectif final sera d'acquérir une compétence technique. Dans le petit rectangle jaune, j'ai précisé que je pourrais également faire la même chose sur la table anatomique 3D, anatomage. Je pourrais simuler la voie d'abord, simuler la résection des différentes structures jusqu'à l'ouverture de l'articulation, mais ce ne serait toujours qu'une image et je ne souhaite pas qu'ils soient uniquement entraînés à opérer des images. Même chose si je veux les emmener à faire de l'arthroscopie de coude, c'est une partie qui est peu importante dans la formation des futurs orthopédistes et même de ceux qui se destinent aux membres supérieurs, qui feront souvent épaules et mains. On pourra simuler sur un corps l'installation, élément essentiel, les différentes voies d'abord endoscopiques,
pour les scopes et pour les instruments, les différents gestes d'une intervention, comme cette ablation d'ostéochondrome multiple du coude d'un professeur de golf. Tout ceci nécessite d'être vivement entraîné. Je pourrais en simuler certains aspects en images 3D, mais ça ne remplacera jamais la réalisation de la mise en place des instruments et du geste, et l'objectif sera encore l'acquisition d'une compétence technique qui devra être validée. Si maintenant je pars avec les internes du DIU d'anesthésie-loco-régionale pour nous installer pour une demi-journée au laboratoire, ils vont pouvoir, sous contrôle éco-guidé, installer les corps et faire tous les abords vasculaires qu'ils souhaitaient faire. Alors en jaune, il y avait une vidéo où je peux simuler avec la table 3D la mise en place d'une aiguille en péri et intradurale. Ils pourront injecter sur le corps un produit colorant. Nous pourrons disséquer pour montrer où ils sont. Le plus souvent, ils feront des grands yeux en voyant les racines de la queue de cheval qu'ils ont déjà l'habitude de bloquer régulièrement. Là encore, il faudra une compétence spécifique de la discipline pour valider cette journée de formation. Ce n'est pas la place de l'anatomiste que de la valider. En conclusion, le corps humain donné à la science demeure un moyen indispensable de la formation des opérateurs, justifie un poste budgétaire adapté pour les centres de dons de corps et les centres de simulation associés, et une dépense de formation est quand même un investissement sur l'avenir et non pas uniquement un poste budgétaire de dépenses actuelles. En conclusion, également, l'apprentissage par simulation sur corps humain donné à la science est compatible et complémentaire avec les autres supports pédagogiques. On peut développer l'utilisation des masques de réalité virtuelle augmentée dans le travail sur corps au laboratoire. Et j'ai encore modifié un petit peu, que Christelle me pardonne, l'aphorisme « jamais la première fois chez le patient ». Je dirais encore une fois qu'il y a toujours une première fois chez le patient, mais qui ne doit jamais survenir sans formation préalable, adaptée et validé. Je vous remercie. Ah bon, merci beaucoup.